écoutez, on va commencer. Je vais juste un petit peu vous expliquer qui on est et pourquoi on fait ça. Donc, en fait, on est jobwatch.ch. On est, comme vous le C'est bon, savez, là. un portail pour l'emploi horloger. On existe maintenant depuis 13 ans. Nous, on offre actuellement des offres d'emploi que vous verrez vraiment nulle part ailleurs. On travaille vraiment, surtout principalement sur la microtechnique et puis aussi sur l'horlogerie énormément. Donc, on a vraiment tout type de candidats. On a aujourd'hui une base de données de 45 000 candidats et candidates qui sont inscrites et qui sont vérifiés, donc qui sont vraiment des passionnés d'horlogerie. Et puis, pendant la crise du Covid, l'idée nous est venue de créer du lien parce qu'aujourd'hui, d'avoir que des annonces, ça nous semblait peut-être un peu obsolète. Et pour nous, aujourd'hui, on souhaitait vraiment être créateur de liens dans une société qui actuellement se pose des questions, un secteur qui est aussi en changement, avec beaucoup de mutations économiques, beaucoup de mutations aussi dans l'emploi horlogerie. Donc, c'était vraiment important pour nous de créer ce lien-là. Donc, on a créé un service qui s'appelle JobWatch Live et depuis donc maintenant août, on lance des conférences avec des personnes très inspirantes comme aujourd'hui Monsieur Biver et puis j'espère d'autres personnes par la suite. Et l'idée, c'est que vous, candidats, personnes présentes aujourd'hui, vous puissiez écrire vos questions aussi en live et que Monsieur Biver puisse vous répondre. Et c'est ça l'intérêt un peu de ce nouveau format, c'est justement qu'on puisse être interactif, que vous puissiez parler et toujours dans la bienveillance et dans quelque chose de constructif. Donc, je vais juste faire un petit partage d'écran pour vous présenter un peu plus précisément les choses. Hop là. Donc, je vous le présente, je vous ferai un petit reminder de Monsieur Biver et de tout ce qu'il a accompli. Moi, je suis Raphaël, donc le fameux community manager. Voilà, je vous rappelle juste JobWatch, donc il y a un portail pour l'emploi. On a aussi tout un pendant si vous cherchez des formations, donc n'hésitez pas, on a plein de formations pour l'horlogerie. Et puis aussi, on a ce fameux service JobWatch Live qui va vous permettre de voir les différentes dates et pour nos prochains talks avec nos prochains orateurs et oratrices. Je vous invite aussi à rester connecté avec tous nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, on est très présent sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez partager nos infos. N'hésitez pas. Et puis la barre, les liens sont sur la barre de gauche de chat. Donc, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Moi, je voulais présenter un petit peu, très rapidement et de manière très humble, Monsieur Biver, dont je suis un fan absolu depuis que je suis arrivé en Suisse en 2004, qui était d'ailleurs un an en même temps que la reprise de Hublot. Donc, juste pour décrire un petit peu Monsieur Biver, il est né, donc vous êtes né le 20 septembre 1949. Quelques grosses dates, vous avez rencontré Monsieur Jacques Piguet en 1970 et vous avez repris la société Blancpain. Et au pire moment, un petit peu comme aujourd'hui, quand c'était vraiment la crise du quartz. Et puis, vous avez lancé ce slogan un petit peu iconique qui a fait un peu la différence, qui était depuis 1735, il n'y a pas eu de montre Blancpain à quartz. Par la suite, vous avez dès 1970, il y a eu cette phase avec Omega et puis Nicolas Hayek. Donc là aussi, iconique, moment mythique, pour arriver à 2004 où vous avez relancé avec le succès qu'on connaît, la marque Hublot. Vous avez par la suite, vous êtes devenu le patron de la division horlogerie et joaillerie du groupe LVMH. Et puis aujourd'hui, vous êtes président d'honneur de la marque Hublot. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais tout de suite un peu rentrer dans le vif du sujet en vous posant cette première question. On voit, en 3 mots, c'est quoi la recette miracle Biver? Écoutez, il n'y a pas de recette miracle, sinon on pourrait tous l'appliquer, hélas. Mais quelques éléments peut-être qui ont aidé. Le premier élément qui a aidé, c'est la passion. On dit qu'avec la passion, on peut vaincre tout, on peut passer par toutes les montagnes. Donc la passion. Le deuxième élément, c'est le travail. D'ailleurs, la passion et le travail sont infiniment
lié, car seul un passionné peut travailler un programme que j'appelle 5-7-7. 5 pour dire à 5 heures du matin, on commence à travailler. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est 7. À 7 heures le soir, on arrête. Et le troisième chiffre, qui est aussi un 7, c'est 7 jours sur 7. Et bien, pour faire un 5-7-7, si vous n'êtes pas passionné, ben, soit vous êtes aux travaux forcés, soit vous êtes inconscient. C'est impossible à tenir. Donc, je dirais la passion, le travail, et puis le troisième élément, c'est l'équipe. On n'est jamais seul, on a besoin d'aide. Et moi, j'ai eu énormément d'aide. Et la première personne qui m'a aidé dans mon travail est venue en 1979. Et puis, elle m'a quitté en 2020, à fin juin. C'est-à-dire qu'elle a fait un bon bout de temps avec moi. L'actuel CEO de Hublot, Ricardo Guadalupe, est venu chez moi en 1989. Donc, on est en 2020. Je n'arrive pas à compter le nombre d'années qu'il est avec moi, mais enfin voilà. Donc, vous voyez, j'ai profité d'une garde rapprochée qui a été toujours la même depuis le début quasiment. Quelques-uns se sont rajoutés au fil du temps. Et donc, le troisième élément de cette recette, c'est l'aide qu'on reçoit. Et puis, le quatrième, c'est la chance. Il faut être des fois au bon moment, il faut des fois être suffisamment rapide, il faut parfois prendre des risques, donc il faut de la chance. Ça, c'est, si vous voulez, d'une manière très symbolique, très schématique, c'est les 4 éléments que je citerai. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'aimerais, si vous êtes OK, qu'on revienne un petit peu sur cette phase qu'on a eue tellement étrange et puis qu'on a eu les 6 derniers mois, sur cette fameuse pandémie. Comment vous l'avez vécu personnellement? Et qu'est-ce qui a été important pour vous pendant cette période? Écoutez, moi, je l'ai vécu comme un accélérateur du futur. Il y a des choses qui se sont mises en place avec une rapidité extraordinaire en 2020, depuis le mois de février, et on a presque pris 10 ans d'avance. 10 ans d'avance dans la communication, 10 ans d'avance avec Zoom, 10 ans d'avance avec Shopify, etc., etc., les ventes sur le net. Donc, il y a eu une accélération extraordinaire. Il y a eu une accélération extraordinaire de la prise de conscience écologique. Il y a une accélération extraordinaire de la prise de conscience de la morale, de l'éthique, une prise de conscience de la mort, une prise de conscience également de la vie, une prise de conscience que tout peut être remis en cause avec un petit virus de rien du tout qui vous détruit le monde entier. Donc, cette prise de conscience, elle est bénéfique à la fin. Elle est très douloureuse parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui sont au chômage. Donc, il y a une quantité de souffrance terrifiante. Mais d'un autre côté, il y a quand même aussi des éléments à plus long terme qui sont positifs. Et pour moi, le positif, c'est que ces accélérations que nous avons eues, on ne reviendra pas en arrière. La prise de conscience écologique va aller de l'avant. On ne peut pas l'arrêter. On a simplement gagné du temps grâce à la crise. Mais encore une fois, je ne dis pas que cette crise était souhaitable et souhaitée, je dis qu'elle est désastreuse, qu'elle est horrible, mais il y a des éléments quand même qu'on peut retirer, qu'on peut interpréter comme positifs, notamment toutes ces différentes accélérations que je viens d'évoquer. Je suis d'accord avec vous. Et puis tout à l'heure, on en parle. Enfin, l'idée de toujours aussi faire vous me disiez tout à l'heure en off que de faire de la crise votre ami et un allié et non pas une ennemie. Et du coup, d'un point de vue très personnel, comment vous faisiez quoi de vos journées? Vous étiez enfermé ou au contraire vous baladiez? Enfin, concrètement, vos journées, c'est ça. Elles étaient comment? Bon, moi, j'ai eu la chance, comme beaucoup de citoyens de ce pays, de ne pas être confiné obligatoirement, mais d'être confiné civiquement, c'est-à-dire sous la responsabilité individuelle. Comme nous sommes un pays avec une grande maturité civique, ce genre de confinement, ça a marché chez nous.
Donc, je n'ai jamais eu vraiment l'impression d'être prisonnier. Je n'ai pas eu l'impression d'être obligé. Je n'ai pas eu l'impression qu'on me forçait. Donc, c'est déjà un élément très positif par rapport à d'autres nations où le peuple a pu se sentir oppressé, a pu se sentir démuni de ses libertés, et ce qui n'était pas le cas chez nous. Ensuite, le Covid m'a aussi appris à parler avec vous comme je le fais aujourd'hui. Je ne vous cacherai pas que je n'avais jamais fait, enfin oui, j'avais peut-être fait 30 vidéoconférences dans ma vie, hein. En 48 ans de vie professionnelle, 30 vidéoconférences, c'est pas grand-chose. Par contre, depuis la crise, j'ai parlé environ à 800 personnes par vidéoconférence. Bon, c'est pas beaucoup, mais enfin quand même. J'ai fait des vidéoconférences avec Shanghai, avec Mexico, avec Monterrey, avec New York, avec Lausanne, enfin bref, avec le monde entier. Et ça, je l'ai mis à profit parce que je me suis dit, pendant que beaucoup de gens, de dirigeants dans mon métier restent à la maison, moi, je vais dehors. Mais dehors, ça veut dire je parle en vidéoconférence avec mes détaillants, avec mes clients, avec mes fournisseurs. Je les rassure, je leur parle de nos projets, etc. Donc, entretenir le contact était essentiel. Et ça, c'était la principale préoccupation que j'ai eue pendant tout le Covid, c'est de maintenir et de développer autant que possible le contact avec tous les intervenants de mon métier, que ce soit les fournisseurs, que ce soit mes propres gens ou que ce soit, bien entendu, les clients. Il y avait tout à fait ce besoin aussi, je pense, de se regrouper, de créer du lien. On était seuls souvent, enfin beaucoup se sont retrouvés seuls. Et puis c'est vrai que c'était vraiment important d'être ce créateur de lien. Aujourd'hui, du coup, quelles sont vos envies, vos projets suite à cette phase-là, vos projets personnels, enfin, ce que vous avez Bon, envie? mes projets personnels, je suis entré dans ma 72e année de ma vie. Donc, les projets personnels sont forcément limités dans le temps. Euh, Ah, non, vous Surtout après avez 40. Oui, mais il faut être un temps. réaliste. Ce qui n'est pas grave. D'ailleurs, je ne m'en plains pas, hein. Mais je ne m'en plains pas du tout. Au contraire, je pense que j'ai une santé privilégiée et qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que tous les gens qui ont 72 ans soient aussi bien que moi, finalement. Donc, mais il n'empêche pas moi que quand vous avez 72 ans, vous devez plus vous poser des questions. Comment je peux contribuer à aider autrui? Comment je peux redonner une partie de mon expérience? Comment je peux soutenir des jeunes pousses, des jeunes entreprises? Qu'est-ce que je peux donner? Donc, on pense plus à redonner qu'à faire. Moi, j'ai toujours dit, la vie, c'est 3 fois la vie professionnelle. C'est 3 tranches de 20 ans. La première tranche, j'oublie les premières 20 années de la vie, donc à partir de 20 ans jusqu'à 40, c'est le moment d'apprendre. Mhm. Avant 20 ans, on apprend aussi, mais on apprend parce qu'il y a d'autres personnes qui vous injectent du savoir. C'est les profs qui vous donnent tous les jours des cours, etc. Mais après, une fois qu'on a 20 ans et qu'on a quitté le monde scolaire, c'est là qu'il faut apprendre. Mais là, pour apprendre, il faut avoir appris à apprendre. C'est-à-dire, il faut prendre soi-même. Avant, c'était le prof qui vous apprenait. Maintenant, c'est vous-même. Donc, de 20 à 40 ans, c'est le moment où le jeune entrepreneur apprend. Il fait des erreurs et il apprend. De 40 à 60, il façonne, puisqu'il vient d'apprendre pendant 20 ans. Il a 20 ans maintenant, de 40 à 60, pour faire. Là, il fait. Il fait sa carrière, il fait son job, il fait ça, etc. Et puis de 60 à 80, il redonne. Et à ce moment-là, le cycle se termine. Et il se termine positivement puisqu'on redonne. Celui qui finirait sa vie sans redonner aurait vécu que pour lui, égoïstement, et au niveau sociétal, il ne sert à rien parce qu'il n'a rien redonné. Donc, c'est par le fait qu'on redonne qu'on conclut sa vie. Et voilà, moi, je suis donc maintenant dans la 72e, 72e année de ma vie. Et ça fait déjà 10 ans, 11 ans que je m'occupe plus à redonner, à soutenir qu'à faire moi-même. Alors, mes projets du futur, ben, c'est ça. C'est de trouver des moyens et des gens, comment leur redonner et quoi leur redonner. Plus que penser à faire ma propre marque,
que j'ai entendu dire qu'il paraît que Biver va refaire une marque. Moi, je n'ai fait que de l'entendre. Et quand j'ai posé la question à Biver lui-même, il m'a dit qu'il n'en savait strictement rien et qu'il devait laisser aller ces rumeurs. Et c'est toujours bien qu'il y ait des rumeurs autour de son nom. Donc, on les laisse courir. Mais, mais, mais voilà pour le futur. J'ai une question de Xavier Van Nuvel. Bonjour monsieur, bonjour, question pour monsieur Biver. Quelle est votre vision de la digitalisation, transformation, digitalisation des espaces de vente, nouveaux canaux sur les prochaines années dans l'horlogerie? C'est une évolution obligatoire, c'est une évolution planétaire, c'est une évolution salutaire même. Et je suis un grand partisan de la digitalisation, ce qui ne m'empêche pas d'être aussi en même temps un grand passionné du rapport humain, de la chaleur humaine, du contact visuel, de l'écriture avec la plume. Donc, c'est un peu les deux. Mais la digitalisation, je trouve que c'est un monde hyper dangereux aussi parce que vous pouvez être tracé du matin au soir. Mais d'un autre côté, il y a plein d'avantages. Et je crois qu'il serait absurde et dangereux de penser que l'horlogerie pourra être à l'écart du trend de digitalisation. D'ailleurs, on l'a vu, pendant le Covid, la maison Patek Philippe a autorisé tous ses détaillants de faire de la vente sur le net, ce qui était pas le cas avant. Donc, vous voyez, c'est cette fameuse accélération. Un jour, ça serait venu, mais le Covid a accéléré cette décision et ça a surpris tout le monde lorsqu'on a appris que la maison Patek Philippe, qui est quand même une sorte de référence dans l'art horloger, permettait à ses détaillants de faire des ventes en ligne. Donc la digitalisation est un mouvement qui est en marche et qu'on ne peut pas arrêter et qu'il n'y a aucune industrie qui pourra l'arrêter, aucune industrie. Donc, nous, l'industrie horlogère, nous allons aussi y passer et il faut s'adapter. Puis, il faut même, à un moment donné, devenir précurseur. Donc, je crois qu'aujourd'hui, des métiers dans le digital sont nécessaires dans l'horlogerie. Il faut engager du monde pour la digitalisation. C'est une nécessité et on prépare le futur en se faisant. Bien sûr. Et j'ai une autre question de Kevin Demol. Je suis étudiant à l'EPFL et je souhaite travailler dans l'industrie horlogère, dans la R&D. Et j'ai peur de ne pas trouver un stage ou un travail dans ce domaine après mes études. Dois-je avoir peur? Donc là. Il faut toujours avoir des doutes, mais il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas la même chose. Le plus dangereux, c'est d'avoir des certitudes. Alors ça, c'est quelque chose que je ne recommande pas nécessairement. Donc, je préfère des gens qui ont des doutes à des gens qui ont des certitudes. Par contre, les gens qui ont peur, ils ont tort d'avoir peur. La vie n'est pas faite de peur. La vie est faite de challenge. La vie est faite d'innovation. La vie est faite de risques aussi. La vie est faite d'erreurs. Il ne faut pas non plus avoir peur des erreurs. Parce que sans erreur, on n'arrive à rien. Le succès, c'est l'aboutissement d'une succession d'erreurs. Vous pouvez demander à tous les gens qui sont arrivés au succès, quels qu'ils soient, ils ont passé par des phases où ils se sont trompés. Et quand on se trompe, il faut avoir le courage de l'avouer, de se l'avouer déjà à soi-même, il faut avoir le courage de l'avouer aux autres, et puis surtout le courage de vite changer de cap et d'aller sur une autre piste. Donc, n'ayez pas peur pour vos stages, soyez confiants. Ayez quelques doutes, dites-vous que ça pourrait peut-être durer quelques mois avant de trouver un stage, mais soyez positif et si vous pensez positif, le positif va se réaliser. Si vous pensez négatif, comment voulez-vous que les choses positives arrivent si vous pensez négatif? Donc, il faut une pensée positive. Ça, c'est la fameuse loi de l'attraction. Le positif apporte le positif et le négatif, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de questions. On a 11 questions qui arrivent. On ne va sûrement pas toutes les lire, mais
Je vais faire une petite sélection. On a donc une question de Monsieur Alain Hugenberger qui vous félicite pour votre carrière et qui vous pose deux questions et qui met en avant deux nouvelles technologies versus horlogerie traditionnelle mécanique, point de vente traditionnel versus achat online. Et comment vous pensez que les deux puissent se combiner aujourd'hui? Est-ce que finalement, est-ce que c'est un mélange des deux aussi, j'imagine? Ouais, moi, je pense tout simplement, tout bêtement, les deux sont complémentaires. Aucun n'est concurrent. La montre connectée, je viens de recevoir ma dernière Apple. Je l'ai reçue samedi, non, dimanche, la toute dernière. Je l'ai reçue dimanche. Euh, mais ça ne m'empêche pas de porter un tourbillon chrono. Euh, la montre mécanique, elle est connectée à quoi? À l'éternité. Parce que c'est un art, et l'art est éternel. L'art de Mozart, il est toujours là, puisque tous les jours, il y a quelqu'un qui joue du Mozart. L'art de Picasso est là, etc. Donc, l'art, il est caractérisé, entre autres, par son éternité. La montre connectée, elle est caractérisée par sa technologie. Mais la technologie, on le sait tous, quand un nouveau téléphone sort, une nouvelle montre connectée sort, elle rend obsolète cette innovation, elle rend obsolète le passé. Donc, les montres connectées sont condamnées à l'obsolescence. Et la montre mécanique, elle est condamnée à devenir éternelle. Est-ce qu'il y a de la concurrence à l'éternel? Qui concurrence l'éternité? Dieu, peut-être, c'est tout. Donc, vous n'avez, avec la montre mécanique, vous n'avez quasiment pas de concurrence de la part de la montre technologique. Ce qui n'empêche pas, peut-être, que certaines personnes qui portaient des montres comme ça, uniquement pour lire peut-être l'heure, vont passer à une montre technologique et ne pas penser à acheter une montre mécanique. Mais lorsque vous êtes habitué à porter une montre au poignet, qu'elle soit à quartz ou qu'elle soit même connectée, ça vous donne déjà une prédisposition à porter un jour une montre mécanique. Si vous n'avez jamais porté de montre pendant 45 ans de votre vie, mais qu'est-ce qui va vous amener à tout d'un coup acheter une montre? Donc, c'est presque une promotion. Si beaucoup de gens achètent des Apple Watch, une trentaine, 40 millions par année, plus les Samsung, etc., vous avez un marché de 200, 300 millions de personnes qui vont mettre quelque chose à leur poignet. C'est tous des possibilités du potentiel futur. Donc, je vois que les deux sont complémentaires. Elles sont complémentaires dans leur usage aussi. Elles sont complémentaires sur le porter. On ne porte pas au même moment. Donc, il y a une complémentarité et pas une opposition. Toujours en parlant de nouvelles technologies, j'ai un message de Guy Bangwa qui nous pose la question de la réalité virtuelle. Il parle de visites virtuelles, par exemple, de l'usine Hublot pour voir le monde du Hublot, un peu comme fait apparemment Caillé, la maison Caillé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pour Hublot, pour d'autres marques, des visions technologiques Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que nous avons ces idées, bien sûr que surtout, plus aujourd'hui que jamais, la visite virtuelle est nécessaire. Elle doit faire partie de l'offre de communication que les marques donnent. Et donc, dans l'offre de communication, il y a des catalogues de montres, il y a des histoires, il y a des vidéos, et il peut y avoir une visite virtuelle. Vous savez, Hublot, elle a eu l'année dernière 5500 et quelques visiteurs en une année. C'est clair que cette année, on ne va pas avoir 5500 visiteurs parce qu'il y a une grande partie du monde qui ne peut même plus visiter. Et donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? La visite virtuelle. Bien sûr que ce n'est pas le même charme, bien sûr que ce n'est pas la même ambiance, mais ça n'empêche pas que la visite virtuelle, elle a tout son sens et elle est complémentaire. On peut faire une visite virtuelle et donner envie ensuite, grâce à la visite virtuelle, de dire « Ah, mais je veux faire une vraie visite ». Donc, vous voyez que de nouveau, là, vous êtes dans une complémentarité totale.
Je lis les questions et je vois qu'il y a pas beaucoup de questions sur les jeunes employeurs, en fait, les étudiants qui se lancent un peu sur le marché. J'ai une question, par exemple, Monsieur Béliver, qu'en est-il de l'avenir d'un jeune étudiant qui souhaite travailler dans l'événementiel? Quel serait votre conseil en sachant que l'avenir sanitaire reste encore très incertain? Écoutez, s'il veut travailler dans l'événementiel et qu'il est étudiant, j'essayerais de trouver un stage de 6 mois minimum dans une société, une entreprise qui fait de l'événementiel. Toutes les entreprises ne font pas de l'événementiel, mais une entreprise comme Hublot, elle s'est développée par, principalement par l'événementiel. Hublot a choisi l'événementiel comme une stratégie de base de son marketing. Et l'événementiel a pris une ampleur incroyable chez Hublot. Regardez, avec Ferrari l'année dernière, avec Ferrari en Chine, Hublot a fait ensemble avec Ferrari, donc Ferrari les a fait aussi, 237 événements ensemble. Bon, la Chine est grande, mais quand même, ça c'est que pour une marque, Ferrari et Hublot ensemble. Donc, l'événementiel est extraordinairement important dans certaines entreprises, dans d'autres entreprises, elle ne l'est pas, ce qui est normal. Tout le monde choisit des vecteurs de promotion et de communication qui sont forcément souvent différents. Donc, choisir une entreprise où l'événementiel a de l'importance, où l'événementiel fait partie d'une stratégie de base. Et prendre un stage, 6 mois, et nous avons pris des jeunes stagiaires qui, à un moment donné, nous ont accompagnés jusqu'au Brésil parce qu'il y avait la Coupe du Monde de football. Et là, il y a des stagiaires qui ont passé l'été au Brésil sur l'événement Coupe du Monde de football. Donc, il faut vraiment bien choisir l'entreprise qui fait des événements et essayer d'avoir absolument un stage. Et une fois qu'on est stagiaire, on peut montrer sa compétence, on peut montrer ses aptitudes. Et d'ailleurs, c'est l'expérience que moi j'ai faite, que ce soit dans toutes les marques où j'ai passé, nous avons recruté systématiquement certaines personnes qui venaient comme stagiaires et on découvrait leurs qualités et on leur disait, écoutez, une fois que le stage est fini, puis que vous avez fini vos études, vous n'oubliez pas de nous écrire, vous avez une place ouverte chez nous. Donc, le stage est un bon moyen d'entrer en contact avec l'entreprise et de démontrer ses aptitudes. Tout à fait. Toujours en parlant de jeunes, j'ai un message de Paolo Canonica qui évoque le fait que vous avez parlé à la radio d'un groupe de travail composé de préados de 12 à 13 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Oui, alors ça n'existe plus. On l'a fait en 2014, sauf erreur, ou 2013. Étant donné qu'une bonne partie de ma garde rapprochée avait déjà 50 ans à l'époque, que moi, j'en avais déjà passé 60, je me suis dit, pour mieux comprendre le futur, il n'y a rien de mieux que de s'appuyer sur des conseils, des recommandations de gens qui vont faire le futur. Qui connaît le mieux le futur? Un vieux qui connaît le passé ou un jeune qui va faire le futur? C'est forcément le jeune. Donc, et comme j'avais un fils en 2013 qui avait 13 ans, Pierre avait 13 ans, j'ai dit à Pierre, écoute, il faudrait qu'on réunisse des copains, des amis à toi, filles et garçons, et faire une sorte d'advisory board où vous nous dites quelles sont les dernières tendances, c'est quoi le dernier rappeur qui est en vogue, c'est quoi le mannequin que vous aimez le plus, c'est quoi la ville ou le magasin que tu aimerais le plus visiter, etc., etc., etc. Et donc, on a fait ce petit advisory board. Le nom est peut-être un peu pompeux, mais enfin, et ces jeunes nous ont appris les nouveaux tissus jeans, ils nous ont appris en 2013 les magasins Supreme à Londres, etc. Et donc, ça nous a permis à nous de se projeter un peu plus vers le futur parce qu'on se disait, il faut qu'on se connecte au futur, il faut qu'on arrête avec nos idées vieillottes de notre époque. Les époques changent, donc il faut rester dans le changement. Et pour rester dans le changement, il faut s'associer avec des gens de demain et pas des gens d'hier.
Bien sûr. Je fais on revient sur le plus quelque chose de marché avec une question de Raphaël Thiémard. Et c'était une question aussi qui était revenue sur les réseaux sociaux. L'idée que justement, le segment des montres plus accessibles est en train de se réduire, en fait, est en train d'être de plus en plus bas. Est-ce que vous confirmez? C'est quelque chose que vous voyez de votre prisme ou au contraire, c'est quelque chose Oui, les montres, comme ce qu'on dit, d'entrée de gamme, les montres entrée de gamme, souffrent en effet d'une concurrence plus ardue de la montre connectée. Euh, les montres un peu plus chères, elles ont d'autres arguments que l'indication de l'heure. Vous voyez, il y a des montres le haut de gamme ou même le moyen de gamme vous donne du prestige, vous donne de l'exclusivité, vous donne du design, vous donne de la différence, vous donne de l'émotion, vous donne même des sensations. Moi, je me souviens toujours de ma première montre Omega Speedmaster. Eh ben, j'avais la sensation d'être un pilote de la capsule spatiale. Les compteurs, le cadran noir, tout ça me donnait presque une sorte d'illusion d'être sur la Lune et d'être dans la capsule. Donc tout ça, c'est des éléments irrationnels, mais qui sont beaux, qui sont valeureux, que vous donne le moyen de gamme et le haut de gamme. Dans une montre d'entrée de prix à 50 francs, à 80 francs, Swatch a essayé de le faire et Swatch a réussi avec bonheur. Et on doit les remercier tous les jours parce que pour 50 francs suisses, on s'achète une montre extraordinaire qui a une image incroyable, qui a une fantaisie, une joie de vivre, une qualité. Voilà. Mais après, il y a des marques qui se vendent aussi à 80 ou 120 ou 150 ou 200 francs qui n'ont pas une vraie image de marque, qui n'ont rien d'autre que l'indication de l'heure. Et quand on n'a que ça comme argument, eh bien, on est vulnérable. Donc, cette vulnérabilité de l'entrée de gamme, elle est bien plus marquée que dans le moyen ou le haut de gamme, où on est quand même préservé, parce que précisément, on a d'autres arguments que l'indication de l'heure. J'ai une question de Basso qui revient aussi un peu à la question de TK, qui nous parle beaucoup de la sous-traitance en Asie. On entend beaucoup parler dans les médias de justement du fait que cette pandémie a mis en avant le fait que beaucoup de choses étaient beaucoup trop sous-traitées en Asie et que peu d'éléments, qu'on n'avait pas les éléments principaux qui étaient faits en Suisse ou localement. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça peut se signifier dans l'horlogerie? Oui, ben la tendance mondiale était qu'on faisait fabriquer certains composants, je ne parle pas de l'horlogerie, je parle de la tendance mondiale, qu'on faisait fabriquer certains composants dans des pays où la main-d'œuvre était moins coûteuse. Tous les Apple Watch et tous les téléphones Apple sont fabriqués, on le sait, en Asie. Donc, l'horlogerie n'a pas échappé à cela, à cette tendance. Si ce n'est qu'il y a le Swiss Made. Et le Swiss Made est quand même une barrière incroyable, car le Swiss Made demande que le mouvement, c'est-à-dire le moteur, la fonction principale d'une montre, une montre sans un mouvement, c'est plus une montre, c'est un bracelet. Donc une montre qui a un mouvement, pour avoir le droit de l'appeler Swiss Made, il faut que le mouvement ait été dessiné, conçu, fabriqué et assemblé 100% en Suisse. 100%, le mouvement. Après, le reste qui entoure le mouvement, c'est-à-dire ça s'appelle l'habillement, la boîte, le cadran, les aiguilles, les poussoirs, les couronnes, etc., pouvait être fabriqué à l'étranger, mais il fallait que l'ensemble soit à plus de 60% Swiss made. Mouvement 100% et tout le reste minimum 60%. Donc, nous avons été préservés partiellement, pas totalement, préservés partiellement par cette folie de tout faire en Asie, puisque nous avions l'obligation de faire le mouvement 100% suisse et le reste 60% suisse.
Alors, il y a des gens qui disent, oui, ce 60%, il est un peu laxiste, il est un peu léger, il faudrait l'augmenter à 70, 80 ou 90. À voir, parce qu'il faut aussi voir qu'en Asie, il y a aussi souvent des compétences. Euh, L'Asie n'est pas nécessairement représentative de mauvaise qualité. Il faut aussi voir que maintenant, souvent en Asie, les prix sont les mêmes qu'en Suisse. Euh, donc, d'avoir plus que 60% et d'aller à 80%, je ne suis pas opposé, mais ça demande quand même une étude préalable. Donc voilà, l'horlogerie a toujours eu cette obligation, pour autant qu'on mettait le Swiss Made. Il y a des entreprises suisses qui ont dit, mais nous, on n'a pas besoin du Swiss Made. Mais quand même, 80% de ce qui se fabrique, des montres, des marques vendues en Suisse, sont Swiss Made. Très bien, merci. J'ai une autre question. Alors là, il nous reste encore 10 minutes. Je suis un peu le gardien du temps aujourd'hui, mais ça reste important. On nous parle aussi là et je pense que ça en vient au millénial et au fait que j'ai une question de PAF KDE qui dit qu'aujourd'hui, on manque de culture horlogère et de connaissances horlogères. Et elle suggère d'intégrer ça dans le cursus scolaire. Dans la formation scolaire. En tout cas, plus globalement, moi, je dirais vraiment qu'aujourd'hui, est-ce que c'est vrai que les millénials, on voit qu'ils ont moins cette culture horlogère qu'on avait à l'époque. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ce sujet et comment former les jeunes justement à cet objet qui est incroyable aujourd'hui? Écoutez, moi, je pense qu'on a plus, les jeunes ont plus de sensibilité horlogère aujourd'hui que jamais. Ah ouais. Ça, c'est un sentiment que j'ai. Hein. Ce n'est pas une étude, c'est un sentiment. Euh, L'horlogerie, je ne sais pas pourquoi, elle a été happée par la mode. La mode s'occupe beaucoup d'horlogerie. Elle écrit beaucoup sur l'horlogerie. Vous pouvez prendre tous les magazines féminins ou masculins, vous allez mettre dans un kiosque, vous allez feuilleter, il y a toujours soit des annonces d'horlogerie dans les magazines, soit des articles. Donc, l'horlogerie, depuis qu'elle est entrée un peu dans la mode, elle a bénéficié d'une large couverture de communication. Moi, quand je suis entré dans l'horlogerie, je ne veux pas parler comme un vieillard, mais quand je suis entré dans l'horlogerie, les magazines de mode, ils n'en avaient rien à foutre de l'horlogerie. Ils écrivaient jamais, c'était inexistant. Or, l'horlogerie, elle a pris maintenant une importance rédactionnelle et une importance en page de pub dans la communication, dans les magazines, dans les journaux. Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a un peu plus de conscience. S'ajoute à cela un relatif désintérêt de la voiture. On voit beaucoup de jeunes qui ne font même plus de permis de conduire. Et quelque part, l'horlogerie peut remplacer la voiture, non pas au niveau de la fonction, mais au niveau des dépenses. Et il y a des gens que je l'entends qui me disent, moi je préfère m'acheter une montre qui coûte cher, à 4 000 francs, dont je sais que la valeur va pas baisser, plutôt qu'une voiture que j'achète 4 000 ou 5 000 et je sors du garage et elle a perdu 20 ou 30%. Donc, je crois que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Il me semble qu'il y a il y a de plus en plus de conscience, en tout cas de communication horlogère. Il y en a plus aujourd'hui qu'avant. Donc, vous pensez aujourd'hui que les jeunes sont plus formés à l'horlogerie, à la haute horlogerie À la haute horlogerie, pas forcément, mais à l'horlogerie en général. C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'il existe un objet qu'on peut avoir avec soi, comme des chaussures, comme une ceinture, comme un foulard, et puis qu'il y a un objet qui s'appelle montre. Donc, ils incluent la montre dans leur environnement. À mon époque, la montre n'appartenait absolument pas à l'environnement, absolument pas. C'était réservé à une certaine élite, à une certaine clientèle, pour qui la montre était un objet d'art. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus diffus, plus général. Très bien. J'ai un message de Marie-Lise Rosier qui vous demande quelle est votre plus grande fierté et votre plus gros et le challenge que vous avez relevé le plus grand durant votre carrière. Ma plus grande fierté, c'est le succès de mes gens. La plus grande fierté, c'est le succès de ma garde rapprochée.
Mon plus grand succès, c'est les hommes que j'ai formés et qui se sont formés avec moi d'ailleurs. Donc ça, c'est un succès humain qui dépasse tous les autres succès. Il n'y a pas de plus grand succès, de plus noble succès que de réussir avec son équipe et de voir des gens promus, de voir des gens quitter et occuper des postes importants. C'est une fierté fantastique. Et moi, j'ai des gens dans toutes les belles entreprises horlogères qui ont passé un temps avec moi, qui m'ont aidé, qui ont travaillé avec moi et qui, grâce à ce travail et tout, ont pu se dégager et faire des brillantes carrières. Ça, c'est du succès. Et ça, c'est pour moi la plus grande satisfaction. Alors, je pense que là, on a beaucoup, beaucoup de questions. Malheureusement, il est 13h12 et puis l'idée, c'était vraiment de rester assez rigoureux sur l'heure. J'ai posé quand même une dernière question de Charles K. qui me dit: quel avenir pour les petites entreprises d'horlogerie et les sous-traitants? Comme vous l'avez dit, la crise va accélérer beaucoup de choses. Auront-ils la force de tenir? Alors, c'est l'exemple que j'ai donné une fois à la radio. Si vous avez une machine pour aspirer, un aspirateur qui est une sorte de petite machine électrique et que vous passez dans les angles, eh bien, il y a toujours une partie de l'angle que la machine n'arrive pas à nettoyer. Donc, il faut aller avec un petit aspirateur faire le petit angle, le petit carré, le petit triangle que le grand aspirateur n'a pas pu nettoyer. Et qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle des niches. Donc, si vous voulez, dans un aéroport, et qu'en admettant que ce soit une grande salle rectangulaire, ben, il y a 4 angles qu'avec sa petite machinette, il ne peut pas nettoyer parce qu'il n'y arrive pas. Donc, il faut après prendre un petit aspirateur et puis faire les 4 angles. Eh ben, ça s'appelle des niches. Et ces niches, dans le commerce, c'est ça. Il y aura toujours, plus l'horlogerie va se concentrer, plus les marques vont devenir importantes et grandes, plus il y aura des petites spécialités qui ne vont pas les intéresser, soit parce que c'est trop petit, ça ne rapporte pas assez, c'est pas notre vocation. Vous voyez, tout ça, c'est des réponses que vont donner les grandes entreprises pour ne pas faire certains produits. Donc, ça donne de la place ouverte aux petites et moyennes entreprises qui peuvent occuper des niches que les grands n'occupent pas. Donc aujourd'hui, les niches deviennent plus grandes et plus nombreuses. Donc il y a des opportunités importantes pour les petites et moyennes entreprises, pour autant qu'elles arrivent à dénicher ces niches et ensuite à les fournir. Donc il faut faire une réflexion et voir qu'est-ce que les grands ne font pas. Et puis, la liste de tout ce que les grands pourraient faire, mais qu'ils ne font pas. Et puis se dire, ben voilà, ça, 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 les grands ne le font pas, ben nous, on va le faire. Et on va se spécialiser là-dedans. Donc, il y a un avenir. Il y a un avenir pour les petites, il y a un très grand avenir. Il y a plus d'avenir que jamais pour les petites et moyennes entreprises. Parce que le monde horloger, et comme le restant du monde, il se concentre. Ça devient de plus en plus gros. On a la naissance de mastodontes. Or, un mastodonte ne peut pas aller dans des coins, dans des régions où le petit peut s'infiltrer. Donc, restons optimistes, dénichons les niches, essayons de voir où elles sont et essayons de les satisfaire, de nous prendre des parts de marché dans ces niches. Eh ben, sur ces belles paroles que j'aime beaucoup, pour moi, c'est vraiment think out of the box. Et puis, pour moi, vous représentez vraiment ça et puis une vraie source d'inspiration. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Biver, d'avoir participé à ce talk avec nous. En plus d'être un peu le pionnier de ça. Donc, merci beaucoup. Alors, on va juste conclure cette conversation. Moi, je vous invite à aller voir, à suivre l'actualité de Monsieur Biver. Évidemment, à nous suivre, nous, JobWatch, sur tous nos réseaux sociaux pour voir nos prochains lives. Merci beaucoup. À vous. Merci.